Très bien. Bah, écoutez, bonjour à tous. Les 260 collaborateurs de MyConnecting et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, comme toujours, c'est un enjeu formidable, la compétence. Et nous savons, d'autant plus dans le contexte actuel, toute l'importance de la compétence, euh, avec le contexte sanitaire, bien évidemment, mais avec l'accélération de la digitalisation qu'a suscité ce contexte sanitaire et aussi l'accélération de la transformation écologique. Donc, dans ce contexte, la compétence est plus importante que jamais. La compétence, c'est d'abord l'employabilité, c'est la liberté, c'est la performance, c'est aussi la qualité de vie. Et on le voit bien, puisque ces derniers mois, on a de plus en plus de demandes, vous voyez, sur des formations, comme par exemple des formations à distance, sur la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc, on le voit bien, la compétence est aussi étroitement liée, et c'est particulièrement important aujourd'hui, à la qualité de vie. Alors, notre volonté à tous, c'est évidemment de déployer des formations de qualité pour atteindre des objectifs, pour obtenir des résultats, les résultats définis préalablement à la formation. Mais pour pouvoir les mettre en œuvre, eh bien évidemment, il faut les financer. Et dans le contexte actuel, le financement est d'autant plus important. Et c'est le pourquoi de ce webinaire. Un webinaire qui, comme d'habitude, va être résolument positif, constructif, pragmatique. Et je crois que ces qualificatifs, je n'ai pas besoin de vous présenter Jean-Pierre que vous connaissez, mais ces trois qualificatifs sont très naturellement associés aux interventions de Jean-Pierre. Alors, nous sommes réunis pour une heure qui doit déboucher sur des résultats à savoir permettre de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons soit pendant le webinaire, soit à l'issue du webinaire si jamais nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Mais notre objectif est clair, faciliter l'organisation de vos formations sur 2021 dans la dimension financière et puis évidemment sur le déploiement. Vous connaissez MyConnecting, enfin pour la plupart d'entre vous, et vous savez combien nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner, que ce soit les consultants en formation, que ce soit nos coachs qui accompagnent également tous vos apprenants. Donc, très rapidement, eh bien, MyConnecting dans quelques mois, et évidemment, on vous fera participer à cet événement. MyConnecting va fêter ses 15 ans. Cette année, une très forte accélération du nombre d'apprenants formés, mais toujours ce même souci de la qualité, de la satisfaction des apprenants. C'est un passage obligé pour obtenir des résultats, atteindre les objectifs des formations. Alors, nous intervenons en termes de compétences. Vous savez que nous sommes un expert de la formation à distance puisque ça fait 15 ans que nous avons démarré avec cette modalité et donc on a une véritable expertise. Et aujourd'hui, cette expertise, nous la déployons à travers la formation aux langues, au digital, à la bureautique, aux soft skills et de plus en plus des parcours double compétences pouvant associer soft skills et les outils, comme par exemple sur le management à distance, où on va former à la fois sur les compétences managériales, mais aussi sur la maîtrise des outils. C'est une illustration parmi tant d'autres de ces formations qui associent plusieurs compétences pour permettre à vos collaborateurs d'être performants et de faire gagner vos organisations. Voilà, cette rapide présentation, Jean-Pierre, je te propose qu'on attaque dès maintenant le financement pour organiser 2021. Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Thierry. On s'est projeté sur l'année 2021. Vous savez qu'on est dans un contexte d'actualité mouvante et changeante. Et donc, en essayant d'avoir les perspectives à la fois de ce qui fonctionne déjà aujourd'hui et que vous pouvez utiliser, de ce qui est en train de se déployer, de se mettre en place, et pour donner un peu de visibilité de ce qui pourra aussi être fait au cours de l'année 2021 pour que chacun ici trouve son bon rythme pour déployer ses projets. Vous savez qu'on a plusieurs éléments à prendre en compte dans
l'actualité, les interventions de l'État dans le cadre du plan de relance qui se mettent en œuvre petit à petit, le fait que l'État a enfin déverrouiller la professionnalisation en alternance, mais comme c'est un dispositif qui est articulé aux branches professionnelles, eh bien, il faut le temps que dans chaque branche, les accords soient effectivement étendus et une fois qu'ils le sont, que les OPCO mettent en musique l'accord pour que ce soit praticable par vous, avec des conditions d'ailleurs qui peuvent être un peu différentes devant les secteurs. Et puis, on a le déploiement continu de l'appli CPF qui va connaître une accélération d'ailleurs, ce déploiement au début de l'année 2021. On vous en reparlera, on a gardé du temps pour ça, pour que vous voyez ce que vous pouvez faire exactement. Alors, on a thématisé en quatre sujets. Je dis cinq parce qu'il y a un sujet caché dont on vous parlera, mais qui est un élément aussi d'actu, qui a trait aux entretiens professionnels, au report de la possibilité non seulement de faire les entretiens de bilan, mais aussi de reporter les entretiens qui auraient dû avoir lieu au cours de l'année 2020 et qui a un impact sur le fait, outre que ça vous détend un peu le délai pour vos obligations, ça peut avoir un impact sur tout ce qu'on va voir jusque-là et notamment sur les possibilités de négocier des accords pour vos politiques de formation. Alors, on va commencer à faire un petit point d'actualité sur le FNE. Les règles ont changé au 1er novembre, donc a priori, elle commence à être connue, mais c'est au cas où. Et Laurine va vous proposer de répondre à une première question, parce que l'activité partielle, vous savez qu'on est dans une économie aujourd'hui où on a des contrastes très forts, certains secteurs qui sont totalement à l'arrêt, d'autres qui ont du mal à retrouver leur activité d'avant-crise, et d'autres qui, au contraire, ont des suractivités ou alors non pas des suractivités, mais du mal à recruter. Donc une question à laquelle vous pouvez répondre immédiatement, ça nous permettra de voir d'ailleurs le champ parmi les participants de ceux qui ont un intérêt sur ce sujet. Est-ce que pour vous, le FNE est une perspective? Donc ce qui signifie, quand on parle du FNE ici, c'est le FNE lié à l'activité partielle. Donc soit que vous aurez recours au dispositif de droit commun qui perdure jusqu'à la fin de l'année dans sa version, on verra au 1er janvier ce que ça devient, dans sa version Covid, ou alors à l'activité partielle de longue durée qui nécessite ici la négociation d'un accord de branche ou d'entreprise et qui, lui, peut perdurer actuellement jusqu'en juin 2022. Deux tiers, un tiers, dans les réponses, ça fait quand même une proportion importante d'entreprises qui restent affectées par l'activité partielle et donc qui peuvent potentiellement bénéficier du FNE. Alors, sur le FNE, je vais rappeler, les règles concernant la formation ne sont pas différentes suivant le dispositif qui vous a permis de rentrer dans l'activité partielle. Que vous soyez sur le dispositif de droit commun ou sur l'activité partielle de longue durée, que vos accords aient été conclus déjà ou que vous envisagiez de conclure un accord d'APLD, les règles sont les mêmes pour la formation. Elles ont été un peu revues par rapport à la première vague du FNE et l'État a essayé de, comment dire, fluidifier un petit peu et d'apporter des réponses aux entreprises qui disaient, enfin en tout cas c'est les retours qu'on a eus sur les 6 derniers mois, qui disaient mais d'un OPCO à l'autre, on n'a pas exactement application des mêmes règles, d'une région à l'autre pour un même OPCO on ne nous raconte pas les mêmes choses, etc. Alors oui, ces constats étaient effectivement vrais, mais il faut bien voir, et c'est ce que l'État a essayé de traiter en disant on va fixer des règles nationales, que c'était sous l'autorité des directs, ce qui veut dire que des directions du travail qui au final apportent les financements
pouvaient avoir des positions différentes d'une région à l'autre sur telle ou telle exigence en matière de coût, en matière de durée, en matière de type de formation, etc. Donc ça peut conduire à des règles différentes. Aujourd'hui, enfin, c'est pas complètement réglé, mais on devrait avoir un cadre de référence un peu plus précis. Alors, je rappelle, et c'est des points qui ont été précisés, que vous pouvez retrouver dans le question-réponse du ministère. Il n'y a pas de plafond horaire ou financier particulier sur le coût des formations. Ceci dit, on demande malgré tout aux OPCO de vérifier que les formations, du fait qu'elles sont prises en charge, n'ont pas un coût excessif. Et donc, certains traduisent par, même si dans le FNE, il n'y a pas de plafond horaire, certains traduisent par ça ne doit pas dépasser tel coût parce que le coût moyen du marché sur ce type de formation est plutôt inférieur. Mais il n'y a pas de plafond officiellement. Ensuite, il faut prévoir quand Et on fait sur une ce point, demande. Jean-Pierre, Oui, parce que nous, on a eu des tas de cas, par exemple, dans le bien sûr. cadre d'accompagnement individuel sur les soft skills, où, bien évidemment, le taux horaire était supérieur à des plafonds qu'on peut entendre de manière générale, soit 50, soit 80 euros. Mm. Euh, eh bien, quand on explique aux OPCO le pourquoi du comment du budget, eh bien, Mm. dans l'immense majorité des cas, il est validé. Donc, en Ouais. fait, il faut vraiment être dans une logique d'expliquer le pourquoi du comment du budget. Mm. En plus, le taux horaire, alors le taux horaire, c'est culturel dans le champ de la formation, mais économiquement, c'est dépourvu du moindre sens économique. On ne calcule pas une formation en fonction d'un taux horaire ou d'un coût horaire. Et quand on produit d'ailleurs des formations, enfin, c'est un sujet qui est plus vaste, mais quand on produit des formations qui demandent à ce que les gens produisent des activités personnelles, produisent du travail, etc., qu'il y a un temps de face à face avec le formateur, qu'il y a des quantités de ressources qui sont mises à leur disposition et que tout ça se déploie dans le temps, on n'a même plus la possibilité de dire quelle est la durée réelle de formation. Et pour des mêmes compétences, on peut avoir des durées très différentes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est pas par hasard, sur les deux dispositifs que l'État pilote un peu plus étroitement que les autres, c'est-à-dire l'apprentissage et le CPF, on est passé sur des durées forfaitaires. Il n'y a plus de notion d'heure pour financer de l'apprentissage ou pour financer du CPF. Il y a un prix de formation, point. Mais on n'utilise plus le taux horaire. Et donc, parfois, ce réflexe qui consiste à tout ramener à un calcul horaire et à mettre des targets sur ce plafond-là, n'ont pas beaucoup de sens. Alors effectivement, ça prend le temps de faire la pédagogie, de savoir ce qu'est une formation. Et l'économie de la formation, c'est entre quelqu'un qui fait de l'individualisé, du sur-mesure, et des groupes comparés des taux horaires, n'a strictement aucun sens. Ou du La deuxième e-learning chose, totalement déshumanisé. oui, ou alors de l'outil à disposition avec un accompagnement qui se résume à vous pouvez nous envoyer des mails, quoi. Enfin, donc on ne peut pas comparer uniquement sur ces bases-là. Bon, la majorité des gens l'ont quand même un peu compris. Il faut faire attention à ce que les dates de la formation n'excèdent pas l'autorisation que l'on a fait d'activité partielle pour qu'on soit sûr que les gens sont encore en activité. Et c'est à distinguer du point 4 ici, c'est-à-dire que si l'activité reprend plus tôt que prévu, on peut maintenir la prise en charge de la formation. Mais au départ, il faut bien rester dans les clous qu'on s'est soi-même fixés. On a fixé un Oui, plafond, alors dorénavant. Jean-Pierre, Oui, le point 4, c'est effectivement, même si l'activité reprend, on peut maintenir la formation dans le dispositif FNE, à oui, condition qu'on soit toujours dans la période d'activité partielle déclarée et que l'on avait validée. déclaré. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est important de savoir, pour se projeter, si on peut faire des formations de courte, moyenne ou longue durée en fonction des durées qu'on a prévues pour l'activité partielle. Le fait qu'il n'y a pas de limite au nombre de demandes et qu'un même salarié pourrait suivre plusieurs formations, c'était déjà le cas, maintenant c'est précisé de manière un peu plus explicite. On a fixé un plafond à 5 000 euros par salarié de manière à ne pas avoir
comment dire, à cantonner un petit peu les enveloppes, puisqu'on n'est plus, comme ça a été annoncé au début du dispositif, à enveloppe complètement ouverte, quoi qu'il en coûte et on financera. On a une enveloppe qui a été un petit peu resserrée, mais qui n'est pas, à ce jour d'ailleurs, et loin de là, utilisée. Hein. Donc, il n'y a pas de limite financière a priori aujourd'hui. Et enfin, c'est la nouveauté depuis le 1er novembre, la prise en charge n'est plus de 100%, mais de 70%, et l'État a précisé, puisque certains OPCO avaient dit bah, on complétera pour que les entreprises restent sur du 100%, l'État a précisé que s'agissant d'une aide publique, dès lors qu'elle ne couvre pas 100%, mais une partie, ce ne sont pas des fonds publics qui peuvent venir compléter les 30% restants. Ce qui veut dire qu'un OPCO ne doit pas prélever sur ses ressources légales, donc avec de la professionnalisation en alternance, avec le plan des entreprises de moins de 50 salariés, il ne peut pas compléter les 70%. Par contre, il peut le faire s'il a des ressources conventionnelles, c'est-à-dire si les branches financent si les entreprises de branche paient des cotisations complémentaires, ou alors, évidemment, avec le versement volontaire des entreprises, si vous avez fait un versement à votre OPCO, il peut piocher là-dedans pour compléter, évidemment, mais pas avec les ressources légales. Voilà, donc dispositif qui est un peu plus rodé que ce n'était le cas, qui devrait gagner en fluidité et où certaines règles ont été précisées. Bon, avec alors 70%, ça reste quand même une prise en charge plus que correcte, même si c'est plus le 100% initial. Et je ne l'ai pas précisé là, mais je pense que vous l'avez en tête, on ne peut plus associer au plan de formation pour les salariés qui sont en activité partielle les formations pour les salariés qui ne seraient pas, eux, en activité partielle, qui ne sont plus concernés par ce FNE. On a Alors, une... sur, Oui, sur les 5 000 euros par salarié, nous, on a de plus en plus de clients, d'entreprises qui mettent en place plusieurs parcours pour un même salarié. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des collaborateurs dont vous voulez développer plusieurs compétences, de représenter un dossier, comme l'expliquait Jean-Pierre il y a quelques minutes. absolument. C'est vraiment une opportunité à saisir. Deuxième dispositif dont on voulait vous parler, la professionnalisation en alternance. Alors, pour la raison, mais je vais faire un petit zoom technique quand même sur ce dispositif. Pour la raison suivante, vous savez que c'est un dispositif que l'État avait volontairement stoppé par une ordonnance d'août 2019 en disant il faudra dorénavant un accord étendu pour pouvoir faire de la professionnalisation en alternance. Ce n'était pas le cas précédemment. Donc, ça a tout stoppé. Les branches ont dû négocier des accords. Et deuxième vague de la part de l'administration, c'est on ne va pas étendre rapidement les accords pour une raison simple. Vous avez vu que le succès que rencontre l'apprentissage et la réforme de l'apprentissage a permis sa croissance quantitative de manière significative, et encore cette année d'ailleurs, on va encore avoir une croissance. Du coup, ça a utilisé massivement les ressources des contributions des entreprises. Et l'État, qui doit d'ailleurs faire un chèque de 750 millions d'euros à France Compétences pour compléter ses besoins en financement, n'était pas pressé que le dispositif de professionnalisation d'alternance débute. Bon, finalement, la crise a été un déclencheur. Et depuis le mois de juillet, et ça s'accélère, tous les mois, on a de nouveaux accords de branche qui sont étendus. Alors, première chose, vérifiez si dans votre secteur, il y a un accord qui vous permet d'y recourir ou pas. Donc, la liste s'allonge tous les mois. Deuxième chose, et ça, c'est une info qu'on n'a pas forcément, il faut voir auprès de l'OPCO, mais le financement de la professionnalisation en alternance est plafonné à 3 000 euros lorsque c'est France Compétences qui donne à l'OPCO les ressources dont il a besoin pour financer ce dispositif. Et c'est le cas pour tous les OPCO qui n'ont pas assez de ressources propres pour financer tous les contrats en alternance. Donc, par exemple, tous les l'OPCO EP,
Constructis, enfin tous les secteurs dans lesquels Acto, tous les secteurs dans lesquels on a un grand recours à l'alternance ont besoin des ressources de France Compétences. Donc du coup, le financement maximum sur la PROA, c'est 3 000 €. Par contre, dans les secteurs où ce n'est pas le cas, je pense au secteur sanitaire et social, par exemple, où on ne fait pas appel à la péréquation, dans ce cas-là, l'OPCO peut financer davantage sur ses ressources propres. Et donc, on peut avoir des taux de financement qui sont plus intéressants. La deuxième limite quand même de ce dispositif, au-delà je dis ça pour que si vous faites vos prévisions pour vos plans 2021, vous puissiez intégrer exactement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La deuxième chose, c'est que les accords PROA doivent viser exclusivement des certifications dont la liste est incluse dans l'accord et on ne peut pas faire autre chose que ce qui est prévu dans l'accord, sauf la VAE et le socle de compétences. Donc, il faut que la démarche, c'est 1, est-ce que j'ai un accord de branche? 2, quelles sont les certifications éligibles? Et 3, est-ce que mon OPCO plafonne à 3 000 € ou est-ce qu'il est susceptible de me donner un petit peu plus? Le dispositif est quand même un petit peu lourd parce qu'il faut un avenant au contrat de travail, c'est en alternance, c'est du certifiant, mais ça reste une opportunité financière quand on remplit toutes les conditions pour recourir à ce dispositif. On a un troisième dispositif, alors qui est nouveau, qui va intervenir, Laurine, si on peut passer aux transitions professionnelles. C'est un dispositif qui est en train de finir de se caler et alors qui est richement doté et tellement richement doté, 500 millions d'euros qui viennent du FNE, apportés par l'État, tellement richement doté que on en est à se demander si les fonds pourront bien être utilisés. Le principe est le suivant. Des salariés qui sont dans des entreprises qui sont percutées par la crise sanitaire et donc qui ont des activités en réduction, voire à l'arrêt, peuvent suivre avec un financement et dans certains cas intégral, coût pédagogique et salaire, des formations de longue durée ou de moyenne durée, ce qui est nécessaire, pour aller exercer des métiers un peu différents dans d'autres secteurs qui, eux, sont plutôt en recrutement. La mise en place va se faire à partir du début d'année et la mécanique qui a été mise en place, c'est que c'est un pilotage régional et que dans chaque région, on va arrêter une liste des secteurs qui sont, comment dire, on va arrêter la liste des secteurs qui à la fois peuvent fournir qui sont considérés comme étant en difficulté et surtout la liste des secteurs vers lesquels on peut aller parce qu'il y a des métiers en tension. Et on va demander aux OPCO d'aider à repérer les entreprises qui peuvent avoir des projets de ce type-là et le financement sera assuré par les commissions de transition pro et leur donnera des ressources supplémentaires par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui. Alors vous voyez, et c'est d'ailleurs, les entreprises s'en plaignent un peu parce que le pilotage qui a été mis en place est un petit peu lourd, mais malgré tout, si vous avez des parcours longs ou des projets de reconversion, des gens qui veulent aller vers d'autres activités, ça va donner une bouffée d'oxygène au dispositif de transition professionnelle, puisque les commissions de transition pro avaient des budgets qui ont été revus à la baisse par rapport à ce qu'on a connu dans les fonds GESIF. Donc voilà, troisième possibilité sur 2021, ce dispositif de transition professionnelle, l'opérationnalité est prévue dans le courant du début d'année 2021. Et puis, on a un quatrième dispositif, alors que vous connaissez, mais qui va connaître des évolutions très significatives sur l'année 2021 et peut-être même, pour certaines, dès avant la fin de l'année 2020, en tout cas dans les jours ou semaines qui viennent. Alors, la politique CPF, comment dire, le CPF a été conçu comme la capacité autonome d'un salarié à avoir des projets de formation. Il apparaît de plus en plus que c'est aussi, et peut-être bientôt principalement, un outil de co-investissement et que pour une entreprise, la question du co-investissement
entre projet d'entreprise et projet individuel est une question qui va se poser d'une manière beaucoup plus importante que précédemment. Parce que le CPF est un dispositif pérenne, contrairement au dispositif du FNE, du plan de relance, etc. C'est un dispositif pérenne sur lequel, tel qu'aujourd'hui le dispositif est configuré, on a une garantie financière. Je dis ça pour ceux qui seraient inquiets en disant est-ce qu'il faut vraiment s'engager dans une politique de CPF quand on entend que France Compétences n'a pas les ressources nécessaires pour financer tous les dispositifs, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un coup d'arrêt, etc. Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le droit des individus est garanti. La question ne s'est pas posée en 2020, mais ça se joue à quelques millions. Hein. C'est-à-dire que les sommes qu'a reçu la Caisse des dépôts vont être en quasi-totalité, je crois que ça se joue à une dizaine de millions, vont être en quasi-totalité engagées sur l'année 2020. Et le dispositif continue sa croissance régulière. Bon, c'est un droit des individus qui n'est pas cantonné, qui n'est pas plafonné, et donc on n'a pas de raison aujourd'hui d'avoir des réticences là-dessus, même si certains disent, mais tous les droits ne sont pas garantis, c'est de l'argent virtuel. Alors, ce qui est à la fois vrai et faux, oui, il n'y a pas une réserve correspondant à ce que chacun a sur son compte, mais ça n'a pas vocation. C'est un peu comme si vous exigiez qu'une banque ait en liquidité l'intégralité des dépôts qui sont faits par ses clients. Ce n'est pas le cas. Elle est assujettie à un taux de couverture. Et le CPF, c'est un principe de fonctionnement avec un taux de couverture. On couvre les besoins de l'année chaque année. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir en caisse l'intégralité des droits, ce sera absurde, des compteurs. Donc, ce raisonnement n'a pas beaucoup de sens. Par contre, dispositif pérenne, et donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore engagé, la question d'avoir une politique de formation articulée au CPF est une question qui se pose véritablement. Et j'attire votre attention, nous on l'aborde aujourd'hui sous l'angle financier, mais j'attire votre attention sur le fait que avoir des politiques de projets partagés avec les salariés, ce n'est pas simplement une question financière. C'est une question qui est à la fois managériale, mais qui est aussi pédagogique. Elle est managériale parce que ça veut dire qu'à un moment donné, je gère l'intérêt partagé, j'identifie les projets communs, je regarde où les salariés sont prêts à mobiliser les droits et la dimension managériale de ce type de projet est forte. C'est aussi une dimension pédagogique parce que, et c'est d'ailleurs toute l'origine de l'ex-DIF et du CPF, c'est que pédagogiquement, on dit lorsque quelqu'un est volontaire pour s'engager dans un parcours, les conditions de la réussite et de l'efficacité sont a priori mieux réunies que quand il suit des formations imposées. Ça ne veut pas dire que c'est mécanique, mais ça veut dire qu'on ne forme pas quelqu'un contre son gré. Ça veut dire que si, alors bien sûr, on peut avoir des bonnes surprises, hein, parfois ça vaut le coup de forcer un peu pour envoyer les gens en formation, parce que finalement, ce qu'ils découvrent et ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'ils avaient projeté, et puis finalement, ça se passe bien, et puis on crée des dynamiques. Donc parfois, il faut aussi, comment dire, forcer un peu le destin au départ. Mais malgré tout, quand on a des gens qui sont partie prenante, qui sont OK sur le parcours, qui partagent les objectifs, la finalité, ce à quoi va servir la formation, pour la réussite du parcours, ça veut dire que les conditions de départ sont plutôt bonnes. Donc, il y a un intérêt managérial, un intérêt pédagogique et donc un intérêt financier. On pourrait en rajouter un quatrième, c'est l'intérêt de dialogue social. Le CPF, c'est l'occasion avec vos représentants du personnel, vos élus, vos syndicats, d'avoir un dialogue sur la formation. Et je vois, moi, là, dans les accords de branche qui commencent à sortir, je vois une évolution significative. C'est que énormément d'accords de branche actent que l'articulation du plan de développement de compétences et du CPF est quelque chose de naturel. Vous voyez, on avait parfois quelques réactions de représentants du personnel qui étaient mais le CPF, c'est le droit du salarié, c'est lui qui décide, l'entreprise fait ce qu'elle veut de son côté, lui il fait ce qu'il veut de l'autre, pas question d'aller lui faire les poches en prenant dedans, etc. Bon, j'ai l'impression que ce genre d'attitude régresse et que un discours un peu plus mature sur les
la notion même de projet partagé, qui est aussi une condition de l'efficacité, progresse. Donc, c'est une politique dans laquelle il paraît pertinent de s'engager, d'abord parce qu'on peut bâtir des choses de moyen long terme, puisque le dispositif est aujourd'hui solidement installé, qu'il n'y aura pas de retour en arrière, que les financements sont garantis, qu'il n'y a pas de risque de banqueroute, etc. Donc, on peut construire sur ce dispositif. C'est tout bénéfice sur la notion de projet partagé, la dimension managériale, et puis on peut en avoir des bénéfices pédagogiques ou en matière de dialogue social. Alors, en plus, et c'est ça qu'on voudrait vous présenter, on peut profiter des évolutions que l'on va avoir dans l'appli CPF, dont certaines sont déjà opérantes et d'autres vont être mises en œuvre dans les semaines qui viennent. Vous avez, c'est peut-être d'ailleurs une souplesse, hein, vous pouvez choisir librement, vous n'êtes obligé à rien, donc c'est un choix politique, vous pouvez choisir librement quel type de politique vous avez envie d'avoir et vous pouvez d'ailleurs rentrer graduellement dans le dispositif. La première option consisterait à ne s'occuper de rien. Le CPF est un droit individuel, les gens se débrouillent avec, ils ont l'appli et je m'en occupe pas. Je peux hausser un peu le curseur et dire je vais aider les gens à utiliser l'appli. L'appli, elle garde aujourd'hui, elle a quelques mérites, mais elle garde aujourd'hui quand même un défaut principal, c'est son moteur de recherche. Le moteur de recherche, et on peut considérer qu'il n'est pas très performant. Enfin, je fais quelques tests régulièrement et j'ai toujours autant de surprises dans ce qui remonte dans les filets que je lance. Donc, un individu tout seul qui veut chercher une formation, etc., sauf si son besoin est déjà très ciblé, mais si ce n'est pas le cas, il se retrouve devant un paquet d'offres, il n'a pas d'éléments pour faire les comparaisons, etc. Donc, ce n'est pas le point fort de l'appli, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il y a un premier service qui Et consisterait… notamment sur la dimension qualité que tu évoquais, Jean-Pierre. Pardon Thierry? Notamment sur la dimension qualité que tu évoquais. Absolument, absolument. Les critères distanciels ou présentiels sont un peu sommaires, on ne peut pas affiner et donc je n'ai pas vraiment d'aide au choix de la formation dans l'appli. Donc c'est un premier service important. Si l'entreprise dit « je vous aide à repérer les produits de qualité, les bons fournisseurs, les formations que vous pourriez suivre, etc. et je vous aide à utiliser l'appli parce que en tant que professionnel, je connais un peu l'offre et je ne vous laisse pas vous débrouiller tout seul là-dessus. » La deuxième chose qui permet ce rendre de service, mais d'autres, c'est de mettre à disposition une offre que l'entreprise a sélectionnée. C'est un peu plus dirigiste, mais c'est plus simple aussi. Une offre que l'entreprise a sélectionnée, un catalogue qui peut être un catalogue d'objectifs, hein, quel type de compétences, quel type de compétences, etc. vous voulez développer, pourquoi faire. Bref, on peut formaliser ça de tas de manières et laisser ensuite la possibilité aux salariés de s'inscrire sur les offres qui les intéressent, sachant qu'on pourrait avoir un catalogue négocié avec des politiques tarifaires propres aux entreprises, etc. On pourrait aussi assortir ça de la Ce que nous faisons possibilité de déjà suivre… avec nos clients. Avec nos clients, nous bâtissons des catalogues, on construit avec eux des catalogues, on leur transmet les liens et donc ils peuvent diriger leurs collaborateurs vers des offres qui ont été prédéfinies et négociées avec eux, à condition évidemment que le collaborateur adhère et ait envie, dans une logique de co-construction, d'aller vers le développement de cette compétence. Alors j'allais dire, c'est le double avantage, hein. C'est je simplifie largement le CPF pour les collaborateurs et je fais ce qu'on pourrait appeler de l'abondement non monétaire. C'est-à-dire que j'ai utilisé ma capacité de négociation et d'achat groupé au profit de mes salariés sans avoir forcément d'engagement financier qui vont avec. Donc c'est une manière d'augmenter les droits des salariés sans avoir d'engagement financier de la part de l'entreprise. Et donc, effectivement, là où ça existe aujourd'hui, c'est en général plutôt apprécié. On peut la sortir donc de la question du temps de travail, et puis on peut aussi abonder financièrement, alors de deux manières, soit sur des produits préidentifiés, soit abonder sur des objectifs, sur des projets ou pour des catégories de salariés, et ensuite
financé, c'est-à-dire soit j'ai un catalogue, soit j'informe les salariés que tous ceux qui ont tel ou tel type de projet pourront bénéficier d'un apport financier de la part de l'entreprise. Et pour toutes ces politiques, quelles qu'elles soient, soit vous pouvez les mettre en œuvre directement, c'est-à-dire les décider, soit vous pouvez associer les représentants du personnel, voire négocier un accord pour les déployer. Alors, une question peut-être avant de rentrer dans la mécanique de ce que l'appli permet et ne permet pas aujourd'hui et ce qu'elle va permettre demain. Mais je crois que Laurine avait une question pour vous. Oui, c'est est-ce que, alors on parle de l'année 2021, est-ce que vous prévoyez d'avoir une politique d'abondement, c'est-à-dire y compris de participation financière sur le CPF de vos salariés? Et on va vous montrer comment techniquement ce pourrait être possible et on pourrait le réaliser. Il y a différentes manières techniquement de le réaliser. Je voudrais préciser, Jean-Pierre, que quelle que soit la politique qu'on choisit, mais a fortiori sur des politiques CPF à plus forte valeur ajoutée, la dimension communication est évidemment très très importante. Et Absolument. vous savez que pour ceux qui connaissent moins bien MyConnecting, vous savez que chez MyConnecting, tous les apprenants sont accompagnés par un coach indépendamment du formateur. Le coach intervient tout au long du parcours de l'apprenant, mais évidemment en amont. Et donc, on est capable de communiquer et de prolonger votre communication auprès de vos collaborateurs pour vous accompagner et vous aider à réussir le choix de cette politique CPF que vous mettez en œuvre. Alors, 60-40. Alors, j'ai l'impression que ça augmente par rapport, Thierry, tu me corriges si, Ouais. mais que la proportion est en croissance par rapport à ce qu'on avait ces derniers mois. Oui, on était plutôt sur des taux de 20-25%, donc il y a une évolution. Mais nous, on le ressent chez nos clients. On voit bien que l'intérêt du CPF, alors pour différentes raisons, mais à commencer par une raison évidemment budgétaire, mais tu vas nous en donner d'autres dans quelques Oui. minutes, il y a un intérêt de plus en plus important sur le CPF et comment intégrer le CPF dans ma politique de développement des compétences. Alors, on voudrait vous montrer comment ce qui est possible aujourd'hui techniquement pour gérer de l'abondement et, et ce qui va l'être demain. Alors, première manière de faire, et c'est ce qui s'est développé puisque l'appli ne permettait pas de gérer les abondements, c'est de gérer des abondements hors appli. Alors ça, c'est quelque chose qui va perdurer, c'est-à-dire que ceux qui ne souhaitent pas passer par l'appli et utiliser ses fonctionnalités pour abonder le CPF n'ont pas de problème particulier pour ça. La question qui peut se poser, c'est d'identifier, lorsque la demande arrive, puisque l'inscription du salarié en CPF, ça, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de chemin de traverse. Le salarié, il s'inscrit par le biais de l'appli. C'est juste la gestion de l'abonnement qui peut ne pas transiter, elle, par l'application. Mais donc, du coup, quand le salarié s'inscrit, il faut qu'on puisse l'identifier et déterminer qu'il est sur une offre sur laquelle il y a un cofinancement ou une négociation ou les deux de la part de l'entreprise. Alors, soit on le fait par une identification à l'inscription que le salarié transmet, soit il est repéré par son mail, soit il a un code d'entreprise, etc. Soit on a transmis une liste, enfin peu importe, mais il faut identifier que le salarié relève d'un champ qui fait l'objet d'un abondement, ou alors on met dans l'appli un produit spécifique à l'entreprise et on ouvre une période d'inscription et on récupère les inscriptions et puis on fait disparaître le produit une fois que les inscriptions ont été gérées. Donc techniquement, et Thierry le fait, les organismes savent gérer ce genre de choses et savent gérer un process qui ne passe pas par l'application. Alors, au-delà de ça, on Et a ça des fonctionne très bien. et ça fonctionne très bien, hein, puisque c'est le mode de fonctionnement majoritaire aujourd'hui, ce qui veut dire que d'ailleurs, les abondements ne sont pas tracés et on ne sait pas dire à quelle hauteur les entreprises abondent les CPF des entreprises.
On a une deuxième possibilité et je vais indiquer ici ce qui existe déjà dans l'appli et ce qui est à venir et qui devrait être ouvert. Alors pour le premier, le code d'entreprise, on nous annonçait courant décembre ou fin décembre, admettons que ce soit prêt en début d'année. Et la politique critériée, on est plutôt sur l'échéance du printemps 2021. Alors vous allez me dire, le printemps, ça dure 3 mois. Est-ce que ce sera fin mars ou début juin? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est plutôt dans cette période-là. Alors, ce qui est déjà possible, et c'est possible depuis, et certaines entreprises l'ont utilisé, c'est possible depuis le mois de septembre, c'est la possibilité d'effectuer une dotation sur des comptes individuels des salariés. Pour faire ça, si on peut voir la diapo Laurine, pour faire ça, il faut se connecter et vous pouvez vous connecter en tant qu'entreprise euh, au, euh, au système de la Caisse des dépôts. Soit vous saisissez, ça dépend les volumes, hein, le nom et le numéro de sécu des salariés, puisqu'ils sont gérés par le NIR, c'est comme ça qu'on les retrouve, et vous indiquez les montants que vous voulez verser, soit vous pouvez déposer un fichier si vous avez des volumes importants. Je peux donc faire des dotations sur les comptes des salariés. Donc ça, je pourrais le faire dès aujourd'hui, pas de problème. La petite limite qu'on peut noter, c'est que ces dotations ne sont pas affectables. Elles ne sont pas fléchées vers une formation en particulier. Alors donc, on est sur un système de confiance parce que ça veut dire que si je dote le compte du salarié de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, peu importe, ça veut dire que je suis OK sur l'utilisation qu'il va en faire. Sauf, et c'est un outil qui permet ça, si j'ai une politique de formation qui consiste à dire, d'ailleurs une politique ressources humaines plus globalement, qui consiste à dire, dans certains cas, je fais des dotations sans affectation, mais c'est volontaire, parce que mon but est de primer, de récompenser ou de régler une situation. On pourrait avoir ça, c'est-à-dire plutôt que de vous verser un élément de rémunération, je verse un abondement, ce qui permet de squeezer, en toute légalité hein, évidemment, de squeezer l'URSSAF et le fisc, donc c'est du net-net, donc c'est quand même mieux de mettre 1 000 euros intégralement destinés potentiellement à de l'achat de formation plutôt que de verser 1 000 euros en net qui vont me coûter à moi quasiment 2 000 en tant qu'entreprise. Et au salarié, il n'aura pas 1 000 euros parce qu'il aura ses impôts dessus. Donc, c'est un système, j'allais dire, d'optimisation sociale et fiscale hyper intéressant. Hyper intéressant quand on recrute quelqu'un. Hein, le Golden Parachute, enfin, ou le Golden Hello en l'occurrence là, le parachute c'est pour la sortie, le Golden Hello, le bienvenu, la prime de bienvenue, c'est je peux vous doter le compte et vous pouvez, si vous venez chez nous, vous avez des projets de formation financés. Pour les négociations de départ, super outil aussi, je vous fais une dotation sur votre compte et vous pouvez vous former à ce que vous voulez une fois que vous serez parti. Donc, c'est un outil à usage multiple qui peut trouver sa place dans des politiques ressources humaines et qui peut aussi, je peux le sécuriser avant, c'est-à-dire que je peux faire les versements avec l'engagement du salarié qu'il s'inscrira à telle ou telle formation. Jean-Pierre, Donc, oui, je voudrais juste préciser que euh, l'évolution de l'app, de l'appli, c'est formidable. Et bien évidemment, à terme, ça va simplifier. Mais vous pouvez dès aujourd'hui, hors appli, avoir une politique de CPF fléchée selon les compétences sur lesquelles vous voulez. Et ça, on est tout à fait à même de le gérer sans attendre que les fonctionnalités que Jean-Pierre nous décrit soient opérationnelles, à savoir au printemps prochain. donc ce système d'abonnement, il est d'ores et déjà opérationnel. Deuxième possibilité, alors qui est aussi opérationnelle, alors qui marche dans l'autre sens là, c'est que tous les bénéficiaires qui recherchent des formations et qui trouvent des formations dont le coût est supérieur aux droits dont ils disposent et qui ne peuvent donc pas l'acheter sauf à faire un versement complémentaire de leur part, peuvent générer
un PDF à partir de la demande de formation, de ses coûts, ses caractéristiques, etc. et utiliser ce document pour montrer à l'entreprise le projet, le coût, la part de droit. Du coup, ça permet à l'entreprise de connaître les droits des salariés. Hein. Quel est le coût de la formation? Quels sont mes droits que je suis prêt à engager? Et de voir si elle accepte de financer tout ou partie de la part manquante. Donc, c'est un petit outil complémentaire. Ça évite de faire une copie d'écran, c'est propre. On sort un PDF et on peut discuter sur la base de projets partagés. Donc, c'est intéressant, c'est initiative salariée, c'est pas vous qui le pilotez, pour des gens qui auraient des projets et qui chercheraient un complément de financement. Mais que ce soit à l'initiative du salarié ou que ce soit à l'initiative de l'entreprise, nous, sont des cas de figure qu'on a déjà aujourd'hui, notamment par exemple sur les softs qui sont éligibles au CPF avec des parcours comme par exemple le management hybride ou le management à distance avec une insuffisance budgétaire sur lequel l'entreprise, soit à la demande du salarié, soit de façon volontaire de l'entreprise, complète les droits des salariés s'ils sont insuffisants. Alors, troisième dispositif, alors celui-là, on espère qu'il va être prêt pour la fin de l'année. C'est le fait que dans l'application, va être rajoutée une petite case. Alors, sur le modèle des codes promo que vous saisissez quand vous achetez sur tel ou tel site internet, va être rajoutée une petite case où un prestataire de formation pourra générer pour ses clients un code qui correspond au code qui permet d'identifier l'entreprise et les avantages qui s'y rattachent. Le fait qu'elle a prévu de cofinancer, le fait qu'elle a prévu de faire bénéficier d'un tarif préférentiel, etc. Et donc, quand le salarié va s'inscrire à une formation dont le montant dépasse ses droits ou pour lequel il n'est pas prévu d'ailleurs qu'il utilise la totalité de ses droits, le fait de saisir le code de l'organisme que l'entreprise lui aura communiqué lui permettra de bénéficier du tarif résiduel. Autrement dit, si vous dites nous avons une politique d'achat de telle ou telle formation et le principe c'est que chaque salarié contribue à hauteur de 500 € sur cette formation. Lorsque le salarié s'inscrira sur les formations pour lesquelles il va disposer du code que vous lui avez mis à disposition, le tarif sera aligné systématiquement sur un tarif 500 € et vous, et sans être obligé d'ailleurs de passer par l'application et de faire le versement complémentaire, vous pourrez payer la différence ou peut-être que vous aurez déjà préacheté la formation auprès de votre fournisseur. Donc ça permet d'alléger les formalités. En fait, la Caisse des dépôts s'aperçoit des pratiques qui font qu'aujourd'hui, massivement, les gens font ça en dehors de l'appli. Et comme elle souhaite quand même comprendre un peu ce qui se passe et voir comment les choses fonctionnent, eh bien, elle ouvre une fonctionnalité qui va permettre d'intégrer les politiques de réduction tarifaire et d'abondement des entreprises, bien qu'elles ne transitent pas par l'appli, dans ce système qui facilitera la gestion des inscriptions auprès des prestataires. Alors, c'est l'organisme lui-même qui génère les codes et qui les remet aux entreprises avec lesquelles il a un accord de partenariat. Et ça lui permet ensuite d'identifier les demandes des salariés. Donc ça, la caisse, il y a un gros mois, la caisse annonçait que ce serait prêt courant décembre. Comptez que vous pourrez sans doute l'utiliser dès le début de l'année 2021 si c'est une solution qui vous satisfait. Et puis, dernière évolution prévue, à partir du printemps, pour les financeurs, et donc y compris les entreprises, il sera possible de rentrer, de choisir des formations qui sont dans l'application et de spécifier des abondements sur ces formations, de les spécifier en fonction des salariés concernés ou en fonction de critères je sais pas, géographiques, professionnels, etc. Enfin bref, toutes les infos qui sont gérées par l'appli.
et cette possibilité sera ouverte à tous les financeurs. Alors, je le détaille parce que ça peut vous permettre de faire deux choses. Ce qui est prévu, c'est que lorsqu'il y a un abondement sur une formation, alors si c'est une entreprise pour ses salariés, ça veut dire que quand vos salariés vont identifier une offre en particulier, ils verront que cette offre est abondée, que vous avez mis un financement dessus. Et s'ils s'inscrivent, ils bénéficieront de ce financement. Ça vous permet, au lieu de faire des dotations globales sur le compte de salariés, de faire des dotations affectées à une formation en particulier. Mais ça permet aussi, donc c'est une manière de gérer, c'est une manière supplémentaire, j'allais dire, de gérer vos abondements. Très bien. Mais ça permet aussi autre chose, c'est que ce sera ouvert aux OPCO, ce sera ouvert aux conseils régionaux, ce sera ouvert à Pôle emploi, etc. Donc ce sera ouvert à de multiples financeurs. Et on verra ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, on verra apparaître sur certaines formations qui auront été choisies par les financeurs qu'elles bénéficient d'un abondement financier. Alors, qui pourrait être donc celui de l'entreprise, mais qui pourrait être aussi, et il y a des branches qui se préparent à le faire, qui pourraient être des abondements de la branche sur certaines formations, parce qu'elle souhaite promouvoir ce type de compétences, parce qu'il y a des besoins non satisfaits, parce que, etc. Enfin, toutes les raisons qui fondent une politique de branche. Et donc, à ce moment-là, comment dire, l'application est à la fois un outil pour gérer ses droits, un outil pour gérer ses inscriptions, mais aussi un outil pour repérer les formations qui font l'objet de cofinancement potentiel de la part de tel ou tel financeur. Alors, ça va être ouvert, ça, dès ce mois-ci, peut-être même que c'est déjà le cas, je n'ai pas vérifié, mais ça va être ouvert dès ce mois-ci à Pôle emploi. Et donc, au printemps prochain, ce sera ouvert à tout financeur. Donc, ça offrira une possibilité supplémentaire de bénéficier de financement ou de cofinancement. Et ça pourrait être un outil de veille, d'ailleurs, sur les certifications qui bénéficient de politiques de financement par tel ou tel financeur. Vous voyez que entre je peux mettre des abondements, je peux mettre un code d'entreprise pour faire le lien avec ma politique fournisseur, ou je peux gérer des abondements que j'ai spécifiés. Bon, on va avoir des possibilités techniques de gérer tout cela étendues. Donc, la question, une fois que les possibilités sont à notre disposition, la question n'est plus dans la technique, comment je fais, comment je m'y prends, mais plutôt dans le pourquoi, dans le sens que l'on donne à sa politique, et de dire une politique CPF, du co-investissement, des projets partagés avec les salariés, comment je peux mettre tout ça en place. Et là, je voudrais faire un lien, peut-être rapidement. Laurine, si on peut regarder la diapo suivante. Oui, faire un lien entre une actualité et le fait que ça peut être, c'est pas une condition impérative, mais ça peut être de bonne politique d'avoir un accord sur le CPF, ça, parce que ça construit du consensus social, parce qu'on peut s'entendre sur quelques principes, etc. À ce jour, et c'est pas sa priorité, donc n'attendez pas que ça vienne rapidement, là pour le coup, la Caisse des dépôts n'est pas en situation de mettre en œuvre la loi sur le volet une entreprise négocie un accord et au lieu que ce soit le salarié qui s'inscrive et qui paie avec ses droits, c'est l'entreprise qui récupère les droits des salariés et qui achète auprès des fournisseurs. Cette possibilité est prévue par la loi. Quelques entreprises ont signé des accords de ce type-là, pas beaucoup, et la Caisse des dépôts n'a pas ouvert la fonctionnalité qui permettrait de gérer ça, et elle n'annonce pas d'ailleurs de priorité là-dessus dans les semaines qui viennent, donc exit. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un accord n'est pas un cadre pertinent pour porter une politique de CPF. Et ce qui pourrait être une opportunité dans les 6 mois qui viennent, c'est qu'on a une actualité en matière d'entretien professionnel et de gestion des parcours à 6 ans. Vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour Laurine, boucler, ouais, Laurine, pour boucler
là, on va revenir sur le sondage. Pour boucler, votre première période de 6 ans, qui de fait est une période qui aura duré 7 ans et demi par les reports successifs. Mais vous avez la possibilité, je vous laisse répondre au sondage en même temps, vous avez la possibilité donc d'aller jusqu'au 30 juin pour donner des formations aux salariés qui n'auraient pas été formés et pour tenir les derniers entretiens. Et on se retrouve confronté, parce qu'avec les délais successifs, on a eu le temps d'organiser les formations, donc a priori, on peut traiter ou régler ce point-là, et si on ne l'a pas fait, on a encore le temps. Par contre, on est confronté régulièrement à une difficulté qui est comment je fais si aujourd'hui, certes, je fais les entretiens, mais je les ai commencés tard ou je ne les ai pas fait pour tout le monde un tous les 2 ans. Et on a dans ce domaine-là plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ouais, un peu plus de la moitié quand même, hein, qui est encore sous le risque des pénalités. Alors, si c'est parce que vous n'avez pas fait les formations, bah, il vous reste 6 mois pour les réaliser. Si c'est parce que vous n'avez pas tenu les entretiens, si c'est le dernier qui est en cause, pareil, vous avez un délai. Par contre, si ce sont les premiers, la seule manière de se remettre dans les clous, c'est de négocier avant la date butoir du 30 juin, de négocier un accord qui modifierait, la loi le permet, qui modifierait la périodicité des entretiens. Et on a là des exemples qui sont extrêmement intéressants d'accords de branche, celui de la métallurgie, celui des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit, par exemple, alors celui des entreprises de prévention et de sécurité, c'est celui qui fait le lit le plus accueillant pour les entreprises, parce qu'il dit, sur les cycles qui vont se finir en 2020, 21 ou 22, un seul entretien sur 6 ans, ça suffit pour être à jour de ses obligations. Donc, du coup, ça simplifie énormément, ça sécurise le processus. Et pour l'avenir, il dit qu'il faudra un entretien tous les 3 ans. Ces accords-là ont été étendus par le ministère du Travail, le dernier, le 15 septembre dernier, sans réserve sur ce point. C'est-à-dire qu'on valide un truc qui a fait débat chez les juristes, est-ce que l'accord peut être rétroactif ou pas? Mais en réalité, il n'est pas rétroactif. Tant qu'on est dans la période et qu'on fixe les règles de la période, il n'y a pas de rétroactivité. C'est quand la période sera terminée que là, je ne pourrai plus changer les règles relatives à cette période parce qu'elle sera terminée et je ne pourrai pas avoir de rétroactivité. Donc ça veut dire que tant que la première date de fin de bilan n'est pas survenue, et là on est au 30 juin 2021, vous pouvez toujours éventuellement négocier un accord qui mettrait vos pratiques sur l'entretien professionnel en conformité avec la règle. Et pourquoi je fais le lien avec le CPF? Parce que quand on fait un accord, il faut construire l'équilibre, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je prends. Et si vous négociez un assouplissement de vos et j'ai en tête une entreprise qui a fait ça, qui dit on sécurise l'entreprise sur donc pas de pénalité, donc pas de 3 000 € sur le compte des salariés, mais par contre, les gens qui souhaitent utiliser leur CPF, on les accompagnera et on financera éventuellement leur projet. C'est gagnant-gagnant. Plutôt que de mettre aveuglement de l'argent sur des comptes de salariés qui éventuellement ne l'utiliseront pas, c'est-à-dire d'être dans une logique punitive, il vaut mieux accompagner ceux qui ont des projets, qui ont envie de se former. Voilà. En tout cas, il y a une marge de négociation qui est ouverte et vous avez 6 mois pour ce faire. Super Jean-Pierre, peut-être une dernière question. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu poser quelques questions sur le FNE parce qu'il y a les 70% pour le droit commun et puis 80% pour la longue durée. Est-ce que à travers ces différents dispositifs, même si encore une fois, c'est pas le dispositif qui fait la qualité de la formation et qu'il ne faut pas négliger l'exigence qu'on a sur la qualité du dispositif déployé, est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à des opportunités budgétaires autres ou de transformation ou de complément des dispositifs existants début 2021?
Il y a une question qui a été mise. Notamment les 50 à 300. Voilà, j'allais te parler de ça parce que la question. Alors, j'ai cru en octobre que ça allait être fait parce que le ministère avait l'air décidé à ouvrir la mutualisation pour les entreprises de 50 à 300 et se poser la question de savoir avec quel argent on le faisait. Mais sur le principe, ça paraissait acté. Alors, est-ce que juste on élargit la catégorie et donc l'argent qui est disponible aujourd'hui pour les moins de 50, il peut aller, alors c'est plus 300 d'ailleurs, hein, c'est 250 parce qu'on s'alignerait sur la définition européenne des PME. Donc, on serait plutôt 50-250 sur la cible. Mais le, comment dire, le projet n'a pas avancé. L'État s'est investi sur le projet des transitions professionnelles, a récupéré massivement l'argent du FNE pour faire ça. Et du coup, c'est un peu en stand-by. C'est un sujet que le MEDEF relance régulièrement auprès du ministère du Travail pour arriver à débloquer. Bon, il faut répondre à la question quand même, si on ouvre, est-ce que c'est un budget constant ou est-ce qu'on remet un budget supplémentaire? Mais s'il devait y avoir, oui, une opportunité supplémentaire, sans doute que ce serait celle-là sur l'année 2021. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité personnellement sur, est-ce que ça va se débloquer et si oui, à quelle date? Ok, bah écoute, merci Jean-Pierre, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à consulter et à contacter vos consultants formation. Vous savez qu'on est à vos côtés pour vous aider à déployer ces dispositifs. À très bientôt et merci Jean-Pierre de ton intervention. Merci Thierry, merci à tout le monde et merci aux participants.